le premier club pro de 2026. C'est un club pro qui est organisé par Central Vapeur Pro en partenariat avec le cabinet d'experts comptables Gestion et Stratégie. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, moi, je suis donc Dorian. Je travaille à Central Vapeur depuis le mois d'octobre en tant que conseiller pro. Et aujourd'hui, on va voir ensemble donc la question de la facturation électronique, histoire de pouvoir se préparer en fait à la mise en place de cette réforme qui va arriver courant 2026. Donc c'est pas moi qui vais vous faire cette intervention, c'est Marie-Charlotte Stam, donc qui travaille chez Gestion et Stratégie et qui va vous présenter tout ça. Avant de lui laisser la parole, j'ai juste quelques petits mots à dire. Comme vous avez peut-être vu sur votre écran, donc cette visio est enregistrée. On mettra par la suite le lien pour la rediffusion sur le site de Central Vapeur Pro et on écrira une fiche pratique pour avoir toujours les infos en tête. Et ensuite, en ce qui concerne le déroulé, là, on est parti sur à peu près 1 heure de club pro avec une bonne trentaine de minutes d'intervention, suivi d'un temps pour des questions, des échanges à la fin. Je laisserai Marie-Charlotte préciser, mais si jamais vous avez des questions ou quelque chose que vous ne comprenez pas si vous avez besoin de plus de précision sur un point précis, n'hésitez pas à intervenir, que ce soit directement ou dans le chat, et on verra, on essaiera d'y répondre au cours du Club Pro. Voilà, donc je vais laisser la parole à Marie-Charlotte. Je reviendrai juste à la fin pour rajouter deux, trois petites infos annexes. Je ne sais pas si Louise, tu avais autorisé le partage d'écran ou pas, mais peut-être que ce serait cool de Je pouvoir le vois faire. non. Ah, alors c'est peut-être en cours. Ça y est. Super, bon. Mais écoute, je te laisse la parole. Ouais, Super, merci Dorian. avec plaisir. Donc bienvenue à ce webinaire sur la facturation électronique. Donc juste pour me présenter rapidement, donc je suis Marie-Charlotte Stam. Je suis expert comptable et chef de mission au sein du cabinet Gestion et Stratégie, Auditoria. Donc depuis 18 ans maintenant que j'exerce au sein du cabinet et je suis donc référente facture électronique au sein du cabinet. Donc c'est pourquoi je suis là à vos côtés aujourd'hui. Donc mon défi de 2026, c'est de rendre cette réforme de la facture électronique la plus claire et la plus compréhensible possible pour mes clients et donc pour vous aujourd'hui. Donc voilà, j'ai préparé un webinaire pour effectivement vous faire appréhender cette réforme du mieux possible. Donc effectivement, n'hésitez pas si au cours de mon intervention, il y a quelque chose que vous comprenez pas trop, n'hésitez pas à intervenir pour que je clarifie certaines choses. Donc, la réforme de la facture électronique, Kesago. Donc, on a fait un sommaire, donc avec 4 parties. Première partie, les objectifs et le calendrier de la réforme. La deuxième partie, qui est concerné par la réforme? Donc, je pense que c'est une question que vous vous posez certainement. Ensuite, la troisième partie, c'est l'écosystème de la réforme. Donc, c'est plus sur le champ lexical en fait de la réforme qui est assez, voilà, assez particulier. Donc, il faut appréhender ces termes-là. Et ensuite, par où commencer pour bien se préparer. Donc, ce sera la quatrième partie. Donc, en premier lieu, les objectifs et le calendrier de la réforme. Donc, l'État avait 4 objectifs pour la mise en place de cette réforme. Le premier objectif, c'était de renforcer, enfin c'est toujours, de renforcer la prévention et améliorer la lutte contre la fraude à la TVA. Parce qu'effectivement, la TVA est la principale ressource de l'État et la facture électronique va permettre à l'État d'exercer un contrôle plus efficace sur l'impôt, donc la TVA, et du coup de lutter contre la fraude à la TVA, parce que la Commission européenne a estimé que la facture électronique va permettre d'avoir un gain potentiel de plus de 10 milliards d'euros. Donc c'est pas rien. Donc voilà, c'était le premier objectif, lutter contre la fraude à la TVA.
Ensuite, le deuxième objectif, c'est connaître en temps réel l'activité des entreprises, parce qu'avec la facturation électronique, l'administration fiscale va connaître en temps réel les facturations des entreprises et du coup d'améliorer le pilotage des politiques publiques et notamment les politiques économiques. Donc, on espère qu'avec la facturation électronique, il y aura un meilleur pilotage des politiques publiques. On verra bien. Ensuite, le troisième objectif, c'était d'améliorer la compétitivité des entreprises, parce que du coup, ça va améliorer cette compétitivité en réduisant les coûts de traitement des factures. Parce que du coup, les factures ne seront plus faites par Word, Excel, ne seront plus imprimées, ne seront plus transmises par poste, etc., mais seront automatiquement transmises via une plateforme et via un logiciel de facturation. Donc, du coup, ça va normalement améliorer la compétitivité des entreprises. Et le quatrième objectif, c'est à terme de permettre le pré-remplissage des déclarations de TVA. Alors là, c'est pas prévu pour tout de suite, mais dans quelques années, comme l'administration fiscale connaîtra en temps réel l'ensemble des factures qui ont été établies et l'ensemble des factures qui ont été réceptionnées par chaque entreprise, euh, logiquement, c'est comme votre déclaration d'impôt, logiquement, elle va pouvoir faire le pré-remplissage des déclarations de TVA. Donc voilà pour les 4 objectifs de la réforme au niveau de l'État. Il y a des bénéfices qui sont attendus pour les entreprises. Donc pour les entreprises, on attend 5 bénéfices. Donc tout d'abord un gain de temps et réduction des coûts de traitement des factures. Parce que du coup, comme je vous le disais, voilà, ce sera plus des Word, des Excel, des PDF qui seront à imprimer, qui seront à transmettre par voie postale, mais ce sera juste un clic, en gros, pour la transmission des factures. Donc, on va forcément avoir un gain de temps. Il va y avoir aussi la baisse des erreurs sur les factures, donc une erreur d'adresse, par exemple, du client, ou une erreur sur un montant de TVA, enfin, logiquement, il y en aura moins puisque ce sera tout automatisé. Donc, il y aura forcément un gain de temps et des réductions de coût de traitement des factures. Ensuite, le deuxième bénéfice, c'est l'amélioration du suivi des factures, parce que du coup, vous aurez une meilleure traçabilité de vos factures, puisque sur votre logiciel de facturation, vous aurez l'ensemble des factures que vous aurez transmises, l'ensemble des factures qui ont été payées, donc un meilleur suivi de votre chiffre d'affaires. Ensuite, le troisième bénéfice, l'amélioration du pilotage de l'activité et de la trésorerie. Donc là, c'est pareil, comme vous saurez exactement ce qui reste à payer par vos clients et ce qui a déjà été payé sur l'année, vous aurez à l'instant T euh, le détail de votre trésorerie, le détail de votre trésorerie à venir et le montant de votre chiffre d'affaires qui a été facturé, le montant de votre chiffre d'affaires qui a été payé, etc. Donc un meilleur pilotage au niveau de votre activité. Il y aura également une réduction et une amélioration du traitement des litiges sur les délais de paiement, puisque du coup, chaque facture que vous enverrez à votre client devra, sous quelques jours, soit valider la facture parce qu'il est d'accord avec cette facture, soit la refuser parce qu'il n'est pas d'accord avec la facture. Mais du coup, s'il la refuse, il va devoir expliquer pourquoi le refus. Donc, théoriquement, la majorité des factures, quand même, sont validées parce que seront validées en quelques jours par vos clients. Donc, du coup, les délais de paiement seront amoindris et les litiges, du coup, également. Et enfin, le dernier bénéfice, c'est la concurrence loyale pour les entreprises qui restent dans les clous, donc vertueuses, versus les entreprises donc fraudant à la TVA. Du coup, euh, pour le moment, il y a une concurrence un peu déloyale entre les entreprises qui fraudent la TVA et les entreprises vertueuses. L'État espère du coup qu'il y ait une concurrence un peu plus loyale. Donc le calendrier de la réforme. Donc quand est-ce que cette réforme va être mise en place? Alors il y a deux choses à voir. C'est soit en émission, soit en réception. Donc en émission, c'est je facture mon client et j'envoie ma facture.
Donc, pour les grandes entreprises et les ETI, donc c'est les entreprises qui font plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour ces entreprises-là, c'est au 1er septembre 2026 qu'elles vont devoir facturer leurs clients via une facture électronique. Pour les TPE-PME, ce sera au 1er septembre 2027. Donc, toutes les TPE-PME assujettis à TVA devront, à partir du 1er septembre 2027, facturer leurs clients via une facture électronique. Par contre, en réception, toutes les entreprises, que ce soit TPE, PME, ETI ou grandes entreprises, devront réceptionner les factures électroniques au 1er septembre 2026. Donc, vous, typiquement, si vous avez un abonnement Orange ou une facture EDF qui arrive sur votre entreprise individuelle ou sur votre entreprise PME, TPE, PME, vous devrez avoir les outils nécessaires pour réceptionner en fait les factures que Orange ou EDF ou Bouygues vont vous envoyer via une plateforme et en facture électronique. Donc, vous devrez avoir les outils nécessaires au 1er septembre 2026 pour pouvoir réceptionner ces factures. Sinon, vous ne pourrez pas les réceptionner. Donc, qui est concerné par la réforme? Donc, cette réforme s'applique à tous les assujettis à TVA établis en France, qu'ils soient redevables ou non redevables. Donc, c'est-à-dire que ça inclut les micro-entrepreneurs et les personnes morales bénéficiant de la franchise en base. Donc, même si vous ne facturez pas de TVA, si vous êtes assujetti à la TVA mais non redevable, vous êtes quand même concerné par cette réforme. Donc, si vous êtes un artiste-auteur qui ne facture pas de TVA parce qu'il est en franchise en base, parce qu'il a moins de 50 000 euros de chiffre d'affaires, vous êtes quand même concerné par cette réforme en réception et en émission. Voilà. Tu as la différence entre assujetti à la TVA et redevable à la TVA. C'est deux notions différentes. Et là, on parle de assujetti à la TVA. Si vous êtes assujetti à la TVA, vous êtes concerné. Il y a certaines entreprises qui n'auront pas l'obligation d'émettre des factures électroniques, mais qui seront dans l'obligation de réceptionner leurs factures fournisseurs de manière, via une plateforme agréée, donc de réceptionner les factures électroniques. Et c'est le cas des entreprises qui sont exonérées au sens des articles 261 et 261E du CGI. Donc, c'est tout ce qui concerne le domaine de la santé, donc tous les médecins. Donc là, les médecins, ils ne seront pas obligés d'émettre des factures électroniques, mais ils seront obligés de réceptionner leurs factures électroniques, donc factures fournisseurs électroniquement. Pareil pour les prestations d'enseignement et de formation, les opérations immobilières. Donc, si vous avez des SCI, sachez aussi que les SCI sont assujettis à TVA, mais exonérés dans le cadre des articles 261 à 261E du CGI. Donc, les SCI ne seront pas obligés d'émettre des factures électroniques, mais seront obligés de réceptionner leurs factures, donc typiquement EDF, via une plateforme. Pareil pour les associations à but non lucratif, les opérations réalisées par les associations à but non lucratif, les opérations bancaires et financières et les opérations d'assurance et de réassurance, du coup, qui ne seront pas obligés d'émettre des factures électroniques, mais de réceptionner. Et il y a enfin d'autres qui ne seront pas du tout concernés par la réforme, ni en émission, ni en réception, et c'est le cas des particuliers. On ne va pas demander à tous les particuliers, du coup, de s'inscrire à une plateforme et d'émettre des factures électroniques, les associations à but non lucratif également, et les entreprises non établies en France, ou ce qu'on appelle le B2B international. Donc, pour résumer, donc vous avez un schéma là qui vous résume les assujettis à la facturation électronique, donc ce qu'on appelle le e-invoicing. Donc, si vous êtes assujetti à la TVA établie en France, mais non redevable dans le cadre des micro-entreprises et des franchises de TVA, vous êtes soumis à la facturation électronique. Si vous êtes assujetti à la TVA,
et redevable, vous êtes soumis à la facturation électronique. Si vous êtes assujetti à la TVA, mais les opérations qui rentrent dans le champ du secret, du cadre du secret défense et les opérations exonérées qu'on a vues à l'instant, vous n'êtes pas non soumis à la facturation électronique. Et pareil pour les particuliers, les associations à objet non commercial et les entreprises non établies en France. L'écosystème de la réforme. Là, il y a il y a un champ lexical qui est quand même assez important et qu'il faut connaître, du coup, pour appréhender cette réforme au mieux. Alors, tout d'abord, la facture électronique. Donc, qu'est-ce qu'une facture électronique? Donc, une facture électronique, c'est un document numérique structuré qui remplace la facture papier et qui donne des mentions obligatoires. Donc, c'est l'État qui a listé, en fait, une liste de mentions qui sont obligatoires sur les factures. Donc, il y a 26 mentions obligatoires à mettre sur les factures. Et donc qui seront obligatoirement à mettre sur la facture électronique. Et c'est un format standardisé. Donc, c'est-à-dire que à partir de septembre 2026 ou septembre 2027 pour les PME, les formats PDF, JPEG, Excel, Word ou à la mano seront non conformes et vous ne pourrez plus envoyer de facture avec ces formats-là. Les formats conformes, ce sera les formats UBL, FactureX ou C2I. Ça, c'est ce qu'on appelle les factures électroniques. Et il y aura peut-être un délai où il y aura des formats PDF qui seront autorisés en émission jusqu'au 31/12/2027. Mais par contre, il faudra voir avec vos plateformes si elles peuvent les transformer dans un des 3 formats du socle. C'est-à-dire que c'est possible d'envoyer une facture PDF sur la plateforme, mais il faut quand même s'assurer que votre plateforme pourra transformer votre PDF dans un des 3 formats qui sera obligatoire pour que l'administration, en gros, puisse récupérer les données et pas s'embêter à transformer les Excel, les Word et les PDF. Alors, à voir si cette possibilité sera toujours possible au 1er septembre 2027. Voilà. Pour l'instant, c'est une possibilité qui est encore ouverte. À voir, hein, parce que je ne sais pas si si toutes les plateformes pourront transformer les PDF en format C2I, FactureX ou UBL. Donc, à vous rapprocher de votre plateforme quand vous en aurez trouvé. Donc, en gros, la facture électronique, c'est une facture mixte. Donc, d'un côté, le côté pile, vous avez comme une facture PDF avec la facture comme on la connaît pour effectivement pouvoir la lire et pouvoir savoir ce qu'il y a dessus. Et d'un autre côté, vous avez le côté face avec le format XML. Donc, ça, c'est des données, du langage informatique non compréhensible par tout à chacun, je pense. Et donc, ce format-là sera pour l'administration pour que automatiquement, elle puisse récupérer en fait les données qu'elle veut récupérer. Ensuite, la deuxième définition, c'est la plateforme agréée. Donc là, j'en ai parlé tout à l'heure, je l'ai mentionné. Donc la plateforme, c'est en fait le moyen de transport en fait des factures électroniques. Donc c'est des plateformes qui sont habilitées par la loi et qui sont chargées de contrôler la conformité des factures. Donc si c'est le bon format qui est, euh, qui est transmis, de router les factures entre fournisseurs et clients et d'extraire les mentions obligatoires destinées à l'administration fiscale pour contrôler la TVA. Donc, interdiction pour les entreprises soumises à la réforme, bien sûr, de transmettre leurs factures clients par mail ou par poste. Il faudra obligatoirement passer par les plateformes agréées.
Et donc, c'est sur ces plateformes que vont transiter toutes les factures entre professionnels. Ensuite, l'annuaire. Donc, l'annuaire répertorie, c'est un répertoire en fait sur lequel est listé l'ensemble des structures établies en France qui possèdent un sirène et qui sont assujetties aux obligations d'émettre et ou de recevoir des factures électroniques. Donc, c'est dans cet annuaire que vous trouverez toutes les entreprises qui sont concernées par la réforme et la plateforme qu'elles ont choisie. Je vous ai mis le lien sur cet annuaire-là. Vous pouvez déjà regarder. Donc, normalement, vous êtes inscrit, si vous êtes concerné par la réforme, normalement, vous êtes inscrit sur l'annuaire. Et si vous avez choisi une plateforme déjà, normalement, l'annuaire est à jour et il vous indiquera la plateforme que vous avez choisie. Si vous n'avez pas encore choisi de plateforme, ce sera marqué que pour l'instant, c'est en attente de plateforme. Donc, l'inscription à l'annuaire se fait automatiquement dès lors qu'une entreprise possède un sirène et seules les plateformes peuvent mettre à jour cet annuaire quand une entreprise choisit une plateforme. Donc, quand vous aurez choisi votre plateforme agréée, donc c'est cette plateforme qui va vous envoyer un mandat que vous allez devoir signer et cette plateforme, avec votre mandat, va mettre à jour l'annuaire en mettant ce sirène-là a choisi ma plateforme, donc je mets à jour l'annuaire. Alors ensuite, il y a l'e-invoicing et l'e-reporting. Donc ça, c'est les deux notions d'échange de flux euh, de la facture électronique. Et donc les schémas de transaction, en fait, diffèrent selon le client que vous facturez. Donc on appelle e-invoicing les transactions entre deux professionnels assujettis. Donc c'est le B2B, business to business. Donc c'est la facture électronique. Donc là, entre deux professionnels assujettis, B2B, il y a le e-invoicing, donc vous devez envoyer une facture électronique. De même pour le B2G, donc ça c'est business to government, c'est si un professionnel assujetti facture à une entité publique. Donc là c'est pareil, si vous facturez une municipalité ou une région, ben, c'est via facture électronique. C'est déjà via Chorus Pro, donc ça ne va pas trop changer de ce côté-là. On parle de e-reporting pour les transactions entre un professionnel et un non assujetti. Donc, non assujetti, B2C, business to consumer. Donc, si vous facturez un particulier, un client hors de France ou une association non assujettie aux impôts commerciaux, là, du coup, vous ne pouvez pas transmettre une facture électronique via une plateforme puisque ces clients-là ne seront pas sur des plateformes. Donc, il n'y a pas de facture électronique pour ces clients, mais il y a quand même une obligation de transmission des données de transaction à l'administration parce que l'administration veut quand même savoir qui vous facturez, quand vous facturez et combien vous facturez. Donc, que ce soit des professionnels ou des non-assujettis. Donc, il n'y aura pas de facture électronique pour ces clients-là, mais par contre, vous devrez transmettre. Alors, le calendrier n'est pas encore fixé de manière définitive. Là, pour l'instant, les transmissions de données de transactions, donc le e-reporting, doit être fait. Alors, ça dépend en fait de votre déclaration de TVA, mais si vous êtes en TVA mensuel, ça doit être fait 3 fois par mois, le reporting pour l'instant. Si vous êtes en TVA trimestrielle, ça doit être fait tous les mois. Si vous êtes en franchise en base, ça doit être une fois tous les 2 mois. Voilà. Pour l'instant, c'est comme ça. Je crois que l'Ordre des experts comptables a demandé à l'administration de faire un peu plus cool, parce que 3 reportings par mois, donc tous les 10 jours, faire un e-reporting, ça me paraît quand même assez, voilà, bon, pas très sympathique, quoi. Pour le e-invoicing, donc entre professionnels, pardon, donc deux professionnels assujettis, donc le mode de transmission est contraint.
Donc, vous ne pourrez plus facturer. Donc, vous êtes l'entreprise A, vous voulez facturer l'entreprise B. Vous ne pourrez plus envoyer vos factures par mail, par poste, par fax ou de main à main. Ce sera forcément une facture qui devra être éditée sous format électronique et devra obligatoirement transiter via une plateforme agréée. Donc, le schéma va être le suivant. Donc, vous êtes l'entreprise A, vous avez un logiciel de facturation. Vous voulez facturer l'entreprise B. Donc, sur votre logiciel de facturation, vous allez faire votre facture. Le logiciel de facturation va l'envoyer à votre plateforme. Votre plateforme va interroger l'annuaire en disant, voilà, j'ai une facture, je veux facturer l'entreprise Intel avec le SIRET Intel. Dis-moi sur quelle plateforme je dois l'envoyer pour que le client puisse la récupérer. Donc l'annuaire va vous dire, tel client avec telle sirène, il a choisi la plateforme Intel. Et donc la plateforme va l'envoyer sur la plateforme de votre client, qui va la réceptionner via son logiciel de facturation et qui va donc soit valider, soit refuser la facture et la payer. Et dans un deuxième temps, votre plateforme va également envoyer les données de la facture électronique que vous avez envoyée à l'administration fiscale. Donc, toutes vos factures que vous allez envoyer seront transmises à l'administration fiscale via le PPF, donc le portail public de facturation. Le e-reporting, donc ça c'est quand vous facturez, quand vous êtes assujetti et que vous facturez soit à des particuliers, soit à des associations non fiscalisées, soit à des entreprises non établies en France. Donc il y a effectivement trois cas pour ce e-reporting. Les données de transaction avec des particuliers, B2C, les données de transaction avec une entreprise non établie en France, B2B international. Et il y a un troisième cas, les données de paiement dans le cas des ventes de prestations de services. Donc, si vous facturez des prestations de services, comme votre TVA est due que lors du paiement de la facture, l'administration fiscale a besoin de savoir quand sera payée cette facture pour savoir effectivement quand la TVA est due à l'encaissement. Donc ça, c'est même si vous êtes en franchise en base de TVA, même si vous ne facturez pas de TVA, vous serez quand même obligé de faire un e-reporting si vous faites des prestations de services. Donc, c'est ce qu'on appelle un e-reporting de paiement pour que l'administration fiscale puisse contrôler la date d'exigibilité de la TVA. Donc, à chaque prestation de service, chaque facturation de prestation de service, vous devez, si vous êtes assujetti à TVA et que vous facturez un assujetti, vous devez non seulement faire la facture électronique, mais également le e-reporting de paiement. Alors, concernant le cas de figure numéro 1, donc à des particuliers, ou le cas de figure numéro 2, entreprise non établie en France, le format et le mode de transmission des factures restent libres. Donc, vous pouvez, si vous facturez maintenant un particulier, vous pouvez très bien faire ça sur Word, sur Excel, en PDF, et le transmettre par poste, par mail ou comme vous voulez. Par contre, il y a quand même un intérêt à uniformiser les process e-invoicing et e-reporting pour un peu concentrer tous les flux de votre facturation dans un seul endroit et du coup avoir une vision un peu globale de votre chiffre d'affaires et vos encaissements et les encaissements qui restent à recevoir. Après, ce n'est pas une obligation, donc vous pouvez continuer. Si maintenant vous facturez que des particuliers, vous pouvez très bien continuer à faire vos factures sur Excel ou sur Word. Par contre, il va falloir faire un e-reporting à l'administration fiscale, donc les données de transaction. Donc, en résumé, si vous êtes assujetti et que vous vendez des biens, donc des œuvres par exemple, que vous vendez à un assujetti, vous devrez faire une facture électronique, donc le e-invoicing. Si vous vendez des biens à un non assujetti à TVA,
La facture restera libre, donc vous pouvez l'envoyer par poste, par mail, et vous pouvez l'envoyer au format que vous voulez, mais il va falloir faire un e-reporting. Et si vous êtes assujetti prestation de service, là, il va falloir, si vous facturez un assujetti, vos prestations de service, il va falloir faire du e-invoicing et un e-reporting de paiement. Et si vous facturez vos prestations de service à un non assujetti à TVA, il faudra faire un e-reporting pour les données de transaction et un e-reporting de paiement avec la facture qui sera libre. Donc, pour les cas concrets, donc le cas numéro 1, vous vendez une œuvre à une société assujettie, vous devrez envoyer une facture électronique via une plateforme agréée. Vous réalisez une affiche pour une campagne municipale, même chose, vous devrez envoyer une facture électronique via une plateforme agréée. Vous réalisez une œuvre pour un client en Allemagne, au Canada ou un particulier. Là, vous conservez une facture PDF classique ou la faites sur Word ou sur Excel, mais vous devrez effectuer un e-reporting pour la déclaration à l'administration. Et cas numéro 3, vous réalisez une prestation de maquettage de page web à une société assujettie. Donc, vous devez envoyer une facture électronique, parce que c'est une société, du B2B, société assujettie à société assujettie. Donc, une facture électronique via une plateforme agréée, mais également, comme c'est une prestation de service, un e-reporting de paiement pour déclaration à l'administration. Alors, il y a déjà les sanctions qui sont prévues pour défaut de transmission de facture électronique. Donc, si maintenant vous êtes soumis à la facture électronique et que vous envoyez tout de même par mail ou par courrier postal au client, c'est une amende de 15 euros par facture dans la limite de 15 000 euros d'amende par an. Et sanctions prévues pour défaut de déclaration e-reporting, c'est une amende de 250 euros par transmission manquante dans la limite de 15 000 euros d'amende par an. Mais au-delà des sanctions pécuniaires, vous vous exposez à des complications lors de contrôles URSSAF ou fiscaux, des retards de paiement de vos clients dus à des documents invalides, parce que du coup, vos clients professionnels seront dans la réforme également, donc ils seront habitués à réceptionner et donc à valider les factures, qui leur arrivent sur la plateforme. Donc, ils risquent de ne pas vous payer si maintenant vous leur leur transmettez pas la facture dans le bon format et forcément une perte de temps. Donc, voilà, les sanctions pécuniaires, mais au-delà des sanctions pécuniaires, c'est quand même euh, dommage de pas bénéficier de ce que peut vous apporter cette réforme aussi. Et par où commencer pour bien se préparer? Euh, donc, la première chose, c'est adapter vos systèmes informatiques. Ensuite, cartographier vos clients et vos obligations. Vérifier vos mentions légales et choisir une plateforme agréée de réception. Donc déjà, adapter vos systèmes informatiques. Donc, si vous utilisez encore Word ou Excel, ben, il est temps de passer à un vrai logiciel de facturation parce que de toute façon, si vous êtes soumis à la facture électronique en émission, vous serez forcément obligé de passer par un logiciel de facturation euh, qui sera du coup lié à une plateforme et qui pourra du coup faire transiter euh, vos factures clients. Tester des logiciels et faire des demandes de démo. Donc là, c'est le moment de tester les logiciels qui sont disponibles sur la place et de faire des demandes de démo. Donc les prestataires logiciels généralement le font gratuitement. Donc n'hésitez pas à aller voir ou aller demander auprès d'autres artistes auteurs les logiciels
qu'ils ont de facturation et savoir s'ils en sont satisfaits. Et par contre, le logiciel de facturation, quand vous aurez fait cette demande de dépôt, il ne faut pas oublier aussi de demander s'il est conforme aux nouvelles exigences. Donc, est-ce que les factures qui seront établies sont bien sous format facture électronique, donc facture X? Est-ce qu'il dispose d'une plateforme agréée aussi est-ce qu'il est en lien en fait avec une plateforme agréée pour qu'ensuite ça puisse passer par cette plateforme pour le transit des factures. Parce que du coup, si vous avez un logiciel de facturation mais pas de plateforme agréée, va falloir souscrire à une plateforme agréée parce que généralement, si les logiciels de facturation sont en lien avec une plateforme, du coup, le coût pour ces outils, ce sera juste le coût du logiciel de facturation. Généralement, le coût de la plateforme agréée est compris dans le coût de logiciel de facturation. Il n'y a pas de surcoût lié à une plateforme. Par contre, si le logiciel de facturation n'a pas de plateforme qui est liée, du coup, là, il va falloir s'inscrire sur une plateforme agréée et du coup payer éventuellement d'autres frais. Et votre logiciel de facturation propose-t-il d'autres services? Il y a plein de services qui sont proposés par le logiciel de par les différents logiciels de facturation. Donc, par exemple, la génération numérique du paiement des factures électroniques. Donc, vous envoyez votre facture électronique et le client reçoit non seulement la facture, mais reçoit également un mail avec le bouton Payer maintenant. Ça peut être pratique. Et l'archivage des factures électroniques également. Donc ça, c'est le logiciel de facturation qui les propose. Euh, parce que la durée d'archivage des pièces doit être de 10 ans quand même. Donc si le logiciel de facturation peut vous archiver vos factures électroniques, c'est quand même bien. Ensuite, cartographier ses clients et ses obligations. Donc, afin de connaître vos obligations quant à la réforme de la facturation électronique, il faut vous poser les questions suivantes. Donc, est-ce que vous facturez à des clients assujettis et donc vous êtes soumis à la facture électronique? Est-ce que vous facturez à des clients étrangers et donc vous devrez faire du e-reporting? Est-ce que vous facturez à des clients particuliers e-reporting? Et est-ce que vous facturez des prestations de services et donc vous devrez faire du e-reporting de paiement? Donc tout ça, c'est des questions que vous devez vous poser pour éventuellement demander au logiciel de facturation qu'est-ce qu'il a mis en place pour, si jamais je fais des prestations de services, comment ça se passe à votre niveau pour le e-reporting de paiement? Est-ce que ce sera généré automatiquement, etc. Alors, il faudra vérifier aussi vos mentions légales, donc le SIRET de vos clients, parce que le SIRET, du coup, sera obligatoirement mis sur les factures électroniques, puisque du coup, ce sera via ce SIRET que la plateforme va interroger l'annuaire pour pouvoir transmettre à la bonne plateforme. Donc, ce sera obligatoirement une mention sur la facture. Donc, il faudra bien voir si maintenant vous connaissez le SIRET de l'ensemble de vos clients et les adresses aussi, l'adresse de livraison, l'adresse du client et vérifier éventuellement avec l'annuaire si le SIRET correspond bien à l'adresse que vous avez dans votre base de données. Donc, il y a 5 nouvelles mentions obligatoires sur les factures. Donc, numéro sirène de l'assujetti, numéro sirène du client, l'adresse de livraison si elle est différente de celle du client, la nature des opérations pour savoir si c'est juste une livraison de biens et donc non soumis au e-reporting de paiement ou des prestations de services et donc soumis au e-reporting de paiement. Ça devra figurer sur la facture. Et l'éventuelle option pour le paiement de la TVA d'après les débits. Donc, si vous faites une prestation de service, mais que vous avez fait l'option de TVA d'après les débits, donc votre TVA, même si c'est une prestation de service, sera due au moment de l'édition de la facture et pas au moment de l'encaissement. Donc, du coup, vous n'aurez pas de e-reporting de paiement à faire. Et donc, vérifier les données de vos clients, SIRET et adresse via l'annuaire.
et choisir une plateforme agréée de réception d'ici le 1er septembre 2026, donc afin de recevoir ces factures d'achat. Parce que du coup, au 1er septembre 2026, comme les grandes entreprises vont devoir émettre des factures électroniques, et ben, les petites entreprises vont devoir réceptionner ces factures via une plateforme. Et donc, le choix de la plateforme va dépendre de vos besoins. Donc, chaque plateforme va proposer un panel de services plus ou moins large. Et si vous disposez d'un logiciel de facturation, donc vérifiez auprès de votre prestataire de logiciel s'il est en lien avec une plateforme agréée qui vous permettra de réceptionner vos factures fournisseurs provenant d'Orange, EDF et Bouygues. Enfin, Bouygues et toutes les grandes entreprises. Et enfin, faites appel à votre expert comptable pour qu'il vous oriente vers un choix de plateforme qui correspond au mieux à vos besoins. Voilà pour la présentation. Donc, si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Ouais. Dorian, si ça te va, je reprends un peu certaines des questions qui ont été posées dans le chat. Oui, super. Alors déjà, est-ce que on peut reclarifier parce que donc il y a énormément d'artistes qui sont enfin, qui en tout cas ne facturent pas de TVA, qui sont en franchise en base. Mhm. On peut reclarifier ça peut-être si vous êtes en franchise en base de TVA, donc les personnes en franchise de base de TVA seront quand même concernées par la réforme dès Oui, le mois de septembre, en tout cas pour la partie réception des factures. tout à fait. Donc, en fait, que vous facturiez, c'est ce que j'ai dit, il y a une différence entre assujetti à la TVA et redevable de la TVA. C'est-à-dire Mhm. que si vous êtes en franchise en base, vous êtes en franchise en base, mais vous êtes assujetti à la TVA. En fait, vous êtes assujetti à la TVA. Normalement, vous devriez payer et facturer de la TVA, mais vous êtes en franchise en base parce qu'on vous dit bah, votre chiffre d'affaires il ne dépasse pas tant, enfin, 50 000 euros, je crois, par an. Donc, on vous permet de ne pas facturer de la TVA. Mais vous êtes quand même dans le champ de la TVA. Donc, Et normalement, vous devriez et, facturer de la TVA. Donc, vous êtes effectivement dans le champ vous êtes concerné par la réforme, et en émission et en réception. Comme vous êtes c'est où, non. Comme vous êtes une TPE-PME, j'imagine, donc en émission, ce sera obligatoire à partir du 1er septembre 2027. Donc, vos factures que vous facturez à vos clients seront sous format électronique à partir du 1er septembre 2027. Vous pouvez le faire avant si vous voulez, mais en tout cas, ce sera obligatoire à partir du 1er septembre 2027. Par contre, à partir du 1er septembre 2026, vous serez obligatoirement en mesure de réceptionner les factures d'Orange, d'EDF, etc. Enfin, des grandes entreprises. Parce que les grandes entreprises, en fait, elles vont dire, bah, je vais facturer à cet artiste auteur. Son SIRET, c'est ça. Donc, sa plateforme, je vais aller chercher parce que eux, ce sera forcément des factures électroniques. Donc, Orange va facturer cet artiste auteur. Elle va le mettre sur sa plateforme et sa plateforme va interroger l'annuaire. Ce SIRET-là, où est-ce qu'il est catégorisé donc sur quelle plateforme et donc va chercher la plateforme pour la déposer sur la plateforme. Donc vous serez obligé d'avoir une plateforme parce qu'autrement Orange ne pourra pas vous facturer. Voilà, je ne sais pas si c'est un peu plus clair. Oui, je pense que c'est plus clair. Salut, bonne Louise, soirée. est-ce que tu avais noté d'autres questions? ouais, ben juste pour rapporter une précision sur cette question d'être assujetti ou pas à la TVA, il y a aussi des artistes qui ne sont pas assujettis à aucun régime de TVA, mais en général ils sont en traitement et salaire en fait, qui a un autre régime un autre régime fiscal et la particularité des personnes qui sont en traitement et salaire, c'est que ils ou elles ne peuvent pas émettre de facture puisque ils n'ont pas de numéro SIRET. Oui, Euh, bon, là, ils ça, oui, ne sont pas concernés. ils seront pas soumis, ils seront pas dans la réforme, effectivement. Ouais. Mm. Il y avait une question qui était intéressante sur les droits d'auteur, puisque ben en fait c'est pratiqué. Il y a des artistes qui vont facturer des droits d'auteur, donc ils vont émettre une facture de droits d'auteur. Et donc qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Bah, une facture de droit d'auteur, c'est une facture de prestation de service. En fait,
Ce que vous facturez et le montant que vous facturez, j'ai envie de vous dire, ça ne changera pas. Je veux dire, c'est juste le mode de transmission qui va changer. Donc, vous pouvez encore, au 1er septembre 2027, facturer des droits d'auteur. Par contre, ce sera considéré comme des prestations de service. Je pense, hein, c'est pas un bien. Donc, il faudra faire des e-reporting de paiement, par contre. Donc, il faudra dire à l'administration fiscale quand la facture sera payée. Il y avait aussi une question pour rappeler le nom, enfin du coup la fréquence des e-reporting quand on est en artiste-auteur, notamment en traitement et salaire, quelles seront la fréquence des e-reporting à faire obligatoirement? Bah, je pense que traitement et salaire, s'il n'a pas de numéro de SIRET, il sera pas du tout concerné par la facturation électronique. Oui, pardon, je crois que j'ai fait un lapsus en fait, c'était pour les artistes-auteurs en franchise en base de TVA. D'accord. En franchise en base de TVA, pour l'instant, le e-reporting, c'est une fois tous les 2 mois. Si vous êtes en TVA trimestriel, c'est une fois tous les mois. Et si vous êtes en TVA mensuel, c'est tous les 10 jours, donc 3 fois par mois. Pour l'instant. Il y avait aussi une question sur les devis. Est-ce que l'émission de facture électronique va s'accompagner à un moment donné aussi de l'émission obligatoire de devis électronique? Alors non, les devis, ce ne sera pas des factures. Donc les devis, je pense que vous pourrez les envoyer. Alors après, à voir avec votre logiciel de facturation, si vous voulez, si vous préférez que ça passe par la plateforme. Mais, euh, mais en tout cas, vous pourrez encore les envoyer en PDF ou par mail ou par poste. Vous voulez. C'est vraiment que la facture électronique, enfin que les factures qui seront du coup factures et à compte, hein, qui seront à transmettre via facture électronique. Si. On va parler des plateformes qui sont disponibles, mais avant aussi, j'avais vu une question sur les personnes qui sont en pluriactivité, qui ont par exemple un statut d'artiste-auteur et aussi une micro-entreprise. Dans ces cas-là, souvent les personnes ont le même numéro SIRET pour leur activité d'artiste-auteur et pour la micro-entreprise. Du coup, qu'est-ce que ça va induire comme démarche et choses à anticiper? Bah, si c'est le même numéro SIRET, c'est une entreprise. Donc euh, après, que ce soit de toute façon micro-entreprise ou artiste-auteur, ils seront de toute façon soumis à la réforme. Bah, et le seront soumis en réception à partir du 1er septembre 2026 et en émission à partir du 1er septembre 2027. Ok. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a laissé son micro ouvert. On a des petits morceaux de conversation en bonus. Et donc, ouais, est-ce que vous avez des informations sur les plateformes qui seront disponibles pour mettre en place du coup vu qu'il va falloir pour beaucoup de monde adapter son système de facturation, quelles plateformes existent déjà, sont recommandables? Alors, il y en a plus de 100. Ouais. Donc voilà, je les connais pas tous. Il y en a plus de 100 qui sont agréés pour l'instant, donc ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas plus d'ici quelques mois. Mais le mieux, en fait, c'est de voir quel logiciel de facturation euh, vous pouvez prendre et quel logiciel de facturation vous correspond. Et ensuite, de voir si ce logiciel de facturation a une plateforme agréée. Parce que du coup, ce qui est important de voir, c'est comment faire vos factures. Et après, la plateforme, ce sera juste un moyen de transport des factures. Donc, il faut choisir en tout cas un logiciel de facturation qui est en lien avec une plateforme, ça c'est sûr. Après, la plateforme, nous, je sais qu'on travaille avec Meg, Penny Lane et le village connecté, donc la plateforme agréée de Meg et de eSuite. Mais voilà, il y en a plus de 100, comme je vous dis. Donc, c'est disponible sur impôt.gouv, les plateformes qui sont agréées. Donc, les 100 plateformes qui sont agréées sont listées sur impôt.gouv si vous voulez aller regarder. Si maintenant vous recherchez un logiciel et que
et que vous voulez voir si il est en lien avec une plateforme agréée, vous pouvez aller regarder sur impôts.gouv, voir si cette plateforme est agréée. Et est-ce que vous savez si une solution très bas coût, voire gratuite, serait mise en place pour les indépendants, les micro-entreprises, les... Alors, à la base, le PPF devait permettre ça. À la base, donc le portail public de facturation devait avoir un- devait être une plateforme où ceux qui émettent très peu de factures puissent du coup remplir leurs factures sur, sur le PPF et du coup être complètement gratuit. Sauf que l'administration est revenue en arrière et a dit, bah non, ce sera finalement pas possible. Voilà, je sais qu'il y a certains logiciels, parce que j'ai regardé sur Internet, certains logiciels qui permettent avec juste des options minimes, donc basiques, qui permettent d'avoir un logiciel de facturation et une plateforme derrière et qui sont gratuites. Mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Après, des fois, Ouais. ça peut être jusqu'à 5 euros, 7 euros par mois. Voilà, si vous faites BNC, par exemple, donc juste logiciel de facturation et trésorerie, là, le coût est pas normalement pas énorme. Merci. Je pense qu'il y a des personnes qui ont déjà un logiciel de compta. On a cité dans le chat Indie, Super Indep, Abi. Si vous voulez, pour les membres de Central Vapeur Pro, on pourra faire un sondage avec un petit comparatif et des recommandations de plateformes qui sont appréciées des membres. Et pour Mais je finir, sais que j'ai Abi, passé... justement, propose une formule basique gratuite. Ok. Mm. Et j'ai vu passer aussi une petite question sur l'archivage des factures électroniques. En fait, comment seront puisque bon là, actuellement, beaucoup de gens vont avoir un dossier dans leur ordinateur avec toutes leurs factures numérotées. Qu'est-ce qui va changer du coup avec la réforme? Bah, du coup, à voir avec votre logiciel de facturation comment seront archivées les factures. Mais normalement, c'est eux. Si vous prenez l'option archivage des factures, alors forcément, ça a un coût, hein, parce que archiver des factures, même numériques, ça a un coût. Donc, à voir où est-ce que c'est archivé, hein. Il ne faut pas que ça soit archivé à l'étranger, etc. En France, c'est quand même mieux. Mais voilà, à voir avec eux comment sont archivés et comment vous avez accès et comment c'est protégé surtout. Bon là, j'ai repris certaines des questions qui ont été posées dans le chat. S'il y en a s'il y a des sujets qui n'auraient pas été abordés, vous pouvez nous le signaler il nous reste quelques petites minutes là, on va devoir se quitter bientôt, mais alors ouais, il y a une question sur les pénalités liées à l'émission des factures et est-ce qu'il y a des pénalités prévues pour le non-paiement ou retard de paiement des factures, enfin du coup dans le sens inverse, qu'il y a des pénalités pour les mauvais payeurs? Alors, pas pour le moment, mais de toute façon, normalement, il y a toujours des pénalités pour ceux qui attendent plus de 60 jours pour payer. Donc, il y a des intérêts de retard théoriquement qui sont à payer. Mais en tout cas, l'administration fiscale ne va pas mettre en place des pénalités pour les mauvais payeurs. C'est du coup une négociation entre le client et le fournisseur qui va. Mais de toute façon, avec la facture électronique, si maintenant c'est validé, euh, après, le client il valide et il ne paye pas. Alors, ouais, faudrait, faudrait contacter le client pour savoir, ouais, la facture est validée, donc vous êtes d'accord avec cette facture, mais pourquoi vous ne payez pas, quoi. Il y a une autre question très pratico-pratique aussi, dans le cas où, par exemple, un artiste va faire des courses au Géant des Beaux-Arts, par exemple, et doit du coup obtenir du magasin une facture. Donc, c'est enfin, le magasin, l'entreprise enverra une facture électronique à l'artiste ou bien... C'est ça. Ok. Alors, au magasin, il faudra donner le numéro SIRET.
et le magasin, du coup, se chargera de l'envoi de la facture électronique. Alors, je pense que, du coup, pour valider le fait que vous ayez payé, il y aura quand même une facture, un ticket qui sera établi pour dire que vous avez payé, mais de toute façon, la facture électronique sera de toute façon obligatoirement faite et envoyée via une plateforme. Et vous, Donc, effectivement, dans les magasins, si vous achetez euh, pour votre entreprise professionnelle, il faudra transmettre à chaque fois le numéro SIRET. Idem pour les restaurants, si vous voulez. Voilà. et vous savez si il sera encore possible de faire alors, dans le cas, par exemple, où on a un mandat de débours d'un client qui nous autorise à acheter du matériel qui en principe induit une facture faite au nom du client. Vous voyez ce système? Je ne sais pas si j'ai Ouais. bien expliqué. Est-ce que du coup, ce sera encore possible pour les artistes qui ont un mandat de débours d'aller acheter des fournitures, mais qui seront facturées directement à leur Bah, je client? pense que ce sera la même chose, sauf que vous devrez donner le SIRET du client concerné, quoi. Peut-être prendre une ou deux dernières questions. D'ailleurs, Dorian, si tu veux aussi, je crois qu'il y en a quelques-unes que j'ai ratées, mais si tu veux aussi. J'ai essayé de suivre et j'ai pu parfois répondre directement dans le chat au fil de l'eau. Mais ouais, je pense qu'on peut prendre. Il y avait deux questions sur l'e-reporting, deux dernières, peut-être on pourrait les, euh, les prendre. Comment prévoir à quel moment précis le client paierait pour faire l'e-reporting et à quelle fréquence de l'e-reporting pour ceux qui déclarent la TVA annuellement? TVA annuellement, il me semble que c'est une fois tous les 2 mois aussi. Et l'autre question, c'était, je sais plus, Comment prévoir à quel moment précis le client paierait pour faire l'e-reporting? pour le e-reporting de paiement, du coup. Oui, Ben, pour les prestations de services, pour le e-reporting de paiement, bah, c'est quand le client paye. Donc, logiquement, vous avez sur votre compte bancaire le paiement de votre facture. Et donc, cette date-là sera à transmettre à l'administration pour, bah, comme actuellement, en fait, hein, je veux dire, si vous facturez une prestation de service alors soumise à TVA, euh, c'est lors du paiement de cette facture que vous allez déclarer la TVA à l'administration fiscale. Donc là, ce sera pareil. d'accord. Hmm. Oui, peut-être une dernière question. Peut-être que vous l'avez déjà abordé, mais j'avoue que moi, là, j'ai perdu le fil. Le l'e-reporting sera à faire sur quelle plateforme? Alors, à voir avec votre. Je pense que les logiciels de facturation vont permettre aussi d'envoyer le e-reporting soit de transaction, soit de paiement. Mais en tous les cas, ce sera à transmettre à l'administration fiscale. C'est que l'administration fiscale qui aura besoin de ces données-là pour pouvoir contrôler les facturations faites, quoi. Après, comment, enfin, quel format euh, sera fait le e-reporting, ça, on ne sait pas encore. Mais voilà, on sait que ce sera des données. Alors pour le e-reporting de transaction, ce sera ben, sur cette période-là, j'ai facturé tant de clients, particuliers ou hors de France, avec tel montant hors taxe, tel taux de TVA, montant de la TVA et TTC et voilà quoi. Donc ce sera des données en fait de transaction et pour le e-reporting de paiement, bah, tel client m'a payé à telle date, quoi. Donc je pense que je suis sûre que les logiciels de facturation, alors ça ce serait si vous n'avez pas encore choisi votre logiciel de facturation et que vous devrez faire des e-reporting, donc vous facturez à des clients particuliers ou vous devrez faire du reporting de paiement parce que vous faites des prestations de services. Si vous n'avez pas encore choisi de logiciel de facturation, ça c'est toujours bien de demander à votre fournisseur que vous allez choisir
le logiciel de facturation, si il va s'occuper du coup, et si ça va être automatique surtout, le e-reporting, est-ce que ce e-reporting sera automatiquement fait au vu du coup des factures qui seront établies sur le logiciel de facturation et des paiements qui vont arriver. Normalement, s'ils ont toutes les données, ça devrait être facile à faire. Ok. On va abréger ce temps autour de la facturation électronique. Je pense qu'on en fera un deuxième. Euh, à l'approche de l'été, enfin à l'approche de la mise en œuvre de la réforme pour les artistes auteurs, donc d'ici le début de l'été ou peut-être à la rentrée au moment où la réforme devra commencer à être appliquée. Donc on pourra en reparler un petit peu plus tard quand aussi j'espère quelques clarifications auront été apportées entre-temps par l'administration. Et dans tous les cas, donc on le rappelle, la vidéo a été enregistrée, enfin la visio là, a été enregistrée et sera mise en ligne dans une fiche pratique qu'on publiera sur le site Central Vapeur Pro. Donc malheureusement, elle sera accessible que aux personnes qui ont pris une inscription Central Vapeur Pro pour 2026, mais c'est possible. Enfin, vous êtes invités chaleureusement à rejoindre la communauté pour l'année en cours. Et par ailleurs, il y a donc une personne dans le chat a signalé que Indy avait prévu aussi un webinaire demain, je crois, sur le même sujet et on pouvait être à peu près sûr que le sujet va être à nouveau abordé par pas mal d'autres interlocuteurs. Je pense à ICC, je pense aussi peut-être aux syndicats ou à la Maison des artistes qui va sûrement faire de la vulgarisation à ce sujet. Et n'hésitez pas à nous poser des questions, donc poser des questions à Central Vapeur Pro si vous avez besoin de reclarifier des choses. Merci à Marie-Charlotte pour Je le vous en temps prie. et le très très compliqué J'espère que travail de ça a été vulgarisation. utile à tout le monde et ça a été clair. C'est vrai que c'est une réforme pas facile, donc voilà, j'espère avoir été le plus clair et le plus limpide possible. Merci à tous aussi pour les questions et les discussions dans le chat. Et puis, on se retrouve bientôt. Alors, au Central Vapeur Pro, prochain rendez-vous, c'est, à ma connaissance, il me semble, mercredi prochain, à peu près à la même heure. On a un autre club pro autour, cette fois-ci, des réseaux sociaux pour les personnes qui voudraient quitter Meta, quitter Instagram, quitter tous ces réseaux et migrer sur Mastodon. Donc on peut le faire tous ensemble avec l'aide aussi d'un spécialiste qui va vous expliquer comment fonctionnent ces plateformes. Et sinon, eh ben, le programme du festival va être bientôt publié. Vous aurez largement de quoi réfléchir dans tous les thèmes qui vont être abordés pendant le festival. Euh, voilà, c'est tout pour nous. Bonne soirée à tous et puis à bientôt. Bonne soirée, à bientôt, au revoir. Au revoir.